Mon fiancé a pleuré à l'hôtel. J'ai cru que c'était de l'amour. Jusqu'à ce que je me retourne. Mon bouquet tremblait alors que j'absorbais la scène. 3 mois de nuit blanche passés à planifier chaque détail, et maintenant ce moment me entra. Certains secrets ne restent pas enterrés. Ce qui aurait dû être le moment le plus heureux de ma vie s'est transformé en cauchemar lorsque j'ai découvert que les larmes de mon fiancé n'étaient pas de joie, mais parce qu'il voyait sa maîtresse traverser les portes de l'église. L'église s'est tue, à l'exception des sanglots brisés de Steven et des rires triomphants de Michel résonnant contre les murs de pierre. Mon bouquet de roses blanches tremblait dans mes mains alors que j'assimilais la scène qui s'offrait à moi. 3 mois de nuit blanche à planifier chaque détail. 2 ans à croire en un amour qui n'était que mensonge. Et maintenant, ce moment qui me hanterait à jamais. L'appareil photo du photographe s'est déclenché, capturant mon expression de pure dévastation pour la postérité. J'avais tout investi dans cette relation. Mon compte d'épargne vidé pour payer le mariage de rêve que Steven insistait pour dire que nous méritions. Ma carrière de cadre marketing compromise par le tumulte émotionnel de la planification d'une vie avec quelqu'un qui planifiait une vie entièrement différente. Ma confiance donnée entièrement à un homme qui murmurait les mêmes douces promesses à une autre femme dans des chambres d'hôtel à travers la ville. La présence de Michel ici n'était pas aléatoire. C'était calculé, cruel, et parfaitement chronométré. Mais avant de continuer, n'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne, car c'est une façon gratuite de me soutenir. Les invités ont commencé à murmurer, leur chuchotement confus devenant plus fort alors qu'ils essayaient de comprendre ce qui se passait. La mère de Steven s'est couvert le visage de ses mains, tandis que mes parents sont restés figés au premier rang, leurs expressions passant de la confusion à l'horreur. Michel s'est rapproché de l'autel, sa main posée protectrice sur son ventre rond, son sourire s'élargissant à chaque seconde de mon humiliation. Elle portait ma robe exacte, jusqu'aux délicates broderies que j'avais passé des heures à choisir. Steven a finalement levé les yeux vers moi, son visage strié de larmes et de rouge à lèvres du baiser de Michel. Sa bouche s'ouvrait et se fermait comme un poisson haletant, cherchant des mots qui pourraient expliquer l'inexplicable. L'homme dont j'étais tombée amoureuse, qui m'avait demandé en mariage sur la plage au coucher du soleil, comme j'en avais toujours rêvé, avait disparu. À sa place, gisait un étranger qui avait construit toute notre relation sur des fondations de tromperie et de mensonges qui s'effondraient maintenant devant tous ceux que nous connaissions. La voix de Michel a coupé le silence stupéfait comme un couteau. Je suis désolé de vous interrompre, mais Steven et moi avons quelque chose d'important à annoncer à tout le monde. Ces mots dégoulinaient d'une fausse douceur, chaque syllabe conçue pour enfoncer davantage le couteau dans mon cœur. Elle a posé sa main sur l'épaule de Steven avec une intimité calculée, un geste qui parlait d'innombrables moments privés que je n'avais jamais soupçonnés. Le diamant à son doigt a capté la lumière, et j'ai réalisé avec horreur qu'il était identique à ma bague de fiançailles. Je me tenais là dans ma robe à 1000 €, tenant des fleurs qui me semblaient maintenant des armes, entouré d'amis et de familles qui avaient voyagé de tout le pays pour célébrer ce qu'ils croyaient être mon conte de fées. L'ironie n'a pas échappé au fait que Michel, la femme qui m'avait aidé à choisir ces fleurs, qui s'était assise dans ma cuisine à planifier les dispositions des sièges et à goûter les gâteaux, avait planifié cette destruction depuis le début. Chaque consultation, chaque conversation amicale, chaque moment de soutien apparent avait été un mensonge conçu pour la positionner pour cette trahison ultime. J'ai quitté cet hôtel la tête haute, même si chaque pas donnait l'impression de marcher sur du verre brisé. Les invités se sont écartés comme la mer Rouge, leur visage un mélange de pitié et de fascination qui me donnait la chair de poule. Les sanglots de Steven m'ont suivi jusqu'au fond de l'église, mais je ne me suis pas retourné. Je ne donnerai pas à Michel la satisfaction de me voir me briser. Pas quand elle avait orchestré ce moment si parfaitement. Mes talons claquaient sur le sol en marbre avec une précision régulière. Chaque pas me rapprochant de l'épave de ma vie. Dans la suite nuptiale, j'ai regardé mon reflet dans l'ornate miroir, reconnaissant à peine la femme qui me regardait. Mon maquillage était toujours parfait, mes cheveux toujours élégamment coiffés, mais mes yeux renfermaient quelque chose de nouveau, une froideur que je n'avais jamais vue auparavant. J'ai commencé à retirer les épingles à cheveux une par une. Chaque petite action m'aidant à assimiler l'ampleur de ce qui venait de se passer. Ce n'était pas juste une trahison. C'était un assassinat calculé de tout mon avenir, exécuté avec une précision chirurgicale par 2 personnes en qui j'avais entièrement confiance. La porte a éclaté et ma sœur Emma s'est précipitée. Le visage rougi par la colère et l'inquiétude. « Charlotte, je suis tellement désolé. » Je n'en avais aucune idée, a-t-elle commencé, mais j'ai levé la main pour l'arrêter. Les mots ne résoudraient pas ça.
Rien ne résoudrait ça. Les dégâts étaient absolus et irréversibles. Les yeux d'Emma se sont remplis de larmes alors qu'elle m'aidait à retirer la robe qui avait coûté 3 mois de mon salaire. Maintenant plus qu'un costume cher dans une pièce pour laquelle je n'avais jamais auditionné. J'ai méthodiquement plié la robe et l'ai mise dans le sac à vêtements. Mes mouvements étaient mécaniques et délibérés. La réception devait commencer dans 1 heure au country club avec un dîner pour 300 personnes et une soirée dansante jusqu'à minuit. Le gâteau que j'avais goûté 6 fois pour le rendre parfait. Les fleurs sur lesquelles j'avais agonisé pendant des semaines. Le photographe dont j'admirais le travail depuis des années. Tout attendait une mariée qui n'arriverait jamais. Les implications financières m'ont frappé comme un coup physique. Chaque sou que j'avais économisé finançait maintenant une fête à laquelle je n'assisterais pas. Mon téléphone a vibré avec des messages entrants, mais je l'ai éteint sans les lire. Le monde extérieur pouvait attendre. Pour l'instant, je devais me concentrer sur la réalité immédiate de ma situation. Mon bail d'appartement expirait la semaine prochaine car Steven et moi devions emménager dans la maison que nous avions achetée ensemble. La maison où, me rendais-je compte maintenant, Michel avait probablement passé d'innombrables après-midi à jouer à l'épouse pendant que je travaillais tard pour payer notre rêve commun. Chaque souvenir, chaque plan, chaque espoir était maintenant contaminé par sa présence. Steven est apparu dans l'embrasure de la porte, toujours en smoking, mais l'air désordonné et brisé. « Charlotte, s'il te plaît, laisse-moi expliquer », a-t-il supplié, sa voix étranglée par les larmes. Je l'ai regardé à travers le reflet du miroir, étudiant son visage comme si je le voyais pour la première fois. Le menton faible que j'avais autrefois trouvé attendrissant, l'habitude nerveuse de se passer les mains dans les cheveux quand il mentait, ce qui, je me rendais compte, était souvent. Il était plus petit que je ne m'en souvenais, diminué d'une certaine manière, comme un ballon sans air. Depuis combien de temps, ai-je demandé, ma voix stable malgré le chaos dans ma poitrine. Il a tressailli à la question, confirmant ce que je soupçonnais déjà. Ce n'était pas un moment de faiblesse ou une erreur récente. C'était une tromperie soutenue qui avait couru parallèlement à toute notre relation. Son silence était une réponse suffisante. Je me suis retourné pour lui faire face directement, le laissant voir la personne qu'il avait créée par ses choix. Quelqu'un de plus dur, de plus froid, et infiniment plus dangereux que la femme confiante à qui il avait proposé. Le visage de Steven s'est décomposé quand il a réalisé que je n'allais pas crier ou lancer des choses ou lui offrir la scène émotionnelle qu'il pourrait utiliser pour se peindre en victime. Le bébé n'est pas prévu, a-t-il murmuré, comme si cette information pouvait minimiser la trahison. J'ai hoché lentement la tête, classant ce détail avec tous les autres. La grossesse de Michel n'était pas un accident qui avait fait dérailler notre mariage. C'était la dernière pièce d'un puzzle qu'elle assemblait depuis des mois. J'ai passé cette première nuit dans une chambre d'hôtel que je ne pouvais pas me permettre, à fixer le plafond et à faire des listes. Pas des listes de ce que j'avais perdu, car c'était trop écrasant à assimiler, mais des listes de ce que je devais savoir. Combien de temps durait l'affaire? Que avait-il d'autre prévu? Jusqu'où allait la tromperie? La nature méthodique de la révélation de Michel suggérait qu'il ne s'agissait pas d'un crime passionnel, mais d'une campagne calculée, et je devais comprendre l'étendue de ce à quoi j'avais affaire. Le lendemain matin, j'ai appelé pour dire que j'étais malade au travail et je suis allé au bureau de Michel. Simpson Event Planning occupait le rez-de-chaussée d'une maison victorienne convertie dans le quartier des Arts. Toute brique apparente et éclairage industriel conçu pour transmettre la créativité et le succès. J'y étais allé des douzaines de fois pour des consultations, assise en face de Michel alors que nous planifions ce que je pensais être mon avenir. Maintenant, je le voyais différemment, comme une scène où elle jouait le rôle de la planificatrice de mariage serviable tout en orchestrant secrètement ma destruction. L'assistante de Michel avait l'air mal à l'aise quand je suis entré, manifestement au courant des événements d'hier. Elle est avec un client, a bégayé la jeune femme, mais j'étais déjà en train de me diriger vers le bureau de Michel. Par la porte vitrée, je pouvais voir Michel gesticuler avec animation sur des échantillons de tissu, jouant le rôle de professionnel dévoué pour une autre mariée inconsciente. L'ironie était presque parfaite. Elle planifiait probablement le mariage de quelqu'un d'autre tout en ayant juste détruit le mien. J'ai ouvert la porte sans frapper. Le visage de Michel est devenu pâle en me voyant, mais elle s'est rapidement remise, s'excusant auprès de sa cliente avec un professionnalisme rodé. « Charlotte » a-t-elle dit prudemment. « Je ne m'attendais pas à vous voir. » Sa main s'est instinctivement portée sur son ventre, un geste protecteur qui confirmait que la grossesse était réelle. Elle avait l'air différente aujourd'hui, plus douce, plus féminine,
comme une femme qui avait enfin obtenu ce qu'elle voulait. La victoire était inscrite sur tout son visage. J'ai des questions, ai-je dit simplement, prenant le siège en face de son bureau où j'étais assis si souvent auparavant. Le bureau était exactement comme je me le rappelais. Des photos de couples heureux lors de leur journée parfaite, des témoignages de clients satisfaits, des prix d'excellence en planification d'événements. Michel avait bâti sa réputation sur la création de moments magiques. Et maintenant, je comprenais qu'elle utilisait la même compétence pour les détruire. Chaque histoire de réussite sur ses murs représentait la confiance de quelqu'un, tout comme la mienne. Michel s'est penché en arrière sur sa chaise, m'étudiant avec ce regard calculateur que j'aurais dû reconnaître il y a des mois. Quel genre de questions ? A-t-elle demandé, sa voix prudente mais pas apologétique. Il n'y avait aucune honte dans son expression, aucun regret pour la dévastation qu'elle avait causée. Si quoi que ce soit, elle avait l'air satisfaite d'elle-même, comme un artiste admirant une œuvre d'art particulièrement complexe. C'était son chef-d'œuvre, planifié et exécuté avec la même attention aux détails qu'elle apportait au mariage. J'ai sorti un carnet et un stylo, des gestes qui semblaient la déranger plus qu'une explosion émotionnelle l'aurait fait. Quand ça a commencé, ai-je demandé, ma voix aussi professionnelle que si je menais un entretien professionnel. Les sourcils de Michel se sont légèrement levés. Elle s'attendait clairement à des larmes et des accusations, pas à cette approche méthodique. Son inconfort était la première petite victoire dans ce que je commençais à réaliser serait une très longue guerre. Elle s'est déplacée sur sa chaise, sa confiance vacillant légèrement. Charlotte, je ne pense pas que cette conversation soit productive. Ce qui est fait est fait. Mais je pouvais voir son esprit travailler, essayant de calculer combien je savais et combien elle avait besoin de révéler. Le fait qu'elle ne nie pas immédiatement tout me disait qu'elle avait déjà décidé que la vérité était moins dangereuse que les mensonges. C'était sa première erreur. La réticence de Michel à parler ne faisait que confirmer qu'il y avait beaucoup plus à découvrir. J'ai quitté son bureau avec plus de questions que de réponses, mais aussi avec une information cruciale. Son malaise évident lorsque j'ai abordé la situation comme un problème d'affaires plutôt qu'une catastrophe personnelle. Elle s'était préparée à mes larmes, pas à mon analyse. Cela me donnait un avantage que j'avais l'intention d'utiliser. J'ai passé l'après-midi à la bibliothèque publique à rechercher tout ce que je pouvais trouver sur Michel Simpson et son entreprise. La base de données de la bibliothèque a révélé que Simpson Event Planning n'existait que depuis 3 ans malgré les affirmations de Michel d'une décennie d'expérience. Son site web affichait des critiques élogieuses. Mais en creusant plus profondément, j'ai découvert que plusieurs des mariages présentés impliquaient des couples divorcés dans l'année. Soit Michel était attiré par les relations instables, soit elle avait un talent pour les créer. Le schéma était subtil mais constant. De beaux mariages suivis de fins amères. J'ai croisé les adresses des témoignages de ses clients avec les registres publics, découvrant que 3 de ses clientes soi-disant satisfaites avaient déposé une demande de divorce quelques mois après leur mariage. Un couple, les Henderson, avait spécifiquement cité l'ingérence de prestataires de mariage dans leur papier de divorce. Le document était scellé, mais le dépôt public suffisait à établir un schéma. Michel ne planifiait pas seulement des mariages. Elle recueillait les détails intimes des relations des couples, et quelque chose tournait mal. Mon téléphone a sonné alors que j'étais assise entourée d'imprimés et de documents juridiques. Le nom de Steven est apparu à l'écran, mais j'ai laissé aller à la messagerie vocale. Je n'avais rien à lui dire avant de comprendre exactement à quoi j'avais affaire. La messagerie vocale était de manière prévisible pathétique. Des excuses et des justifications mêlées à des supplications de pardon. Il a mentionné que Michel était confuse quant à ses sentiments et que la grossesse avait compliqué les choses. Même dans ses excuses, il la protégeait toujours. Ce soir-là, j'ai contourné l'immeuble de Steven, l'endroit où nous avions passé d'innombrables nuits à planifier notre avenir. Sa voiture était sur le parking, mais la BMW argentée de Michel était garée juste à côté. Il n'essayait même plus de se cacher. La grossesse leur donnait une excuse toute trouvée pour tout. Il pouvait prétendre que tout était un accident, que l'amour avait simplement trouvé son chemin. Mais je commençais à comprendre que rien dans cette situation n'était accidentel. J'ai appelé Emma et lui ai demandé de me rencontrer pour dîner. Ma sœur avait toujours été ma confidente la plus proche. Mais ce soir, j'avais besoin d'elle pour une raison différente. Emma travaillait aux ressources humaines pour une grande entreprise et avait accès aux bases de données de vérification des antécédents qui pourraient révéler davantage sur l'histoire de Michel. Autour de pâtes et de vin, j'ai décrit ce que j'avais découvert et ce que je soupçonnais.
L'expression d'Emma est devenue plus sombre à chaque détail que je partageais. Ce n'est pas juste une liaison, a finalement dit Emma. C'est un comportement prédateur. Elle utilise sa position pour cibler des couples vulnérables. Le mot prédateur m'a frappé comme un coup physique, mais il convenait. Michel s'était inséré dans les aspects les plus intimes de ma relation, apprenant nos vulnérabilités et les exploitant avec une précision chirurgicale. Elle savait exactement quand frapper pour une dévastation maximale. Ce n'était pas de l'amour ou de la passion. C'était une destruction calculée. Emma a accepté de faire une vérification complète des antécédents de Michel, en utilisant ses ressources d'entreprise pour creuser plus profondément que les registres publics ne le permettraient. Alors que nous nous séparions sur le parking du restaurant, elle m'a attrapé le bras. Charlotte, sois prudente. Si cette femme est aussi calculatrice que tu le penses, elle n'appréciera pas d'être enquêtée. J'ai hoché la tête. Mais j'étais déjà au-delà du point de me soucier du confort de Michel. Elle avait ouvert cette porte en entrant dans mon mariage avec ma robe. La vérification des antécédents d'Emma a révélé des informations qui m'ont donné des frissons. Michel Simpson n'était pas son vrai nom. Elle l'avait légalement changé il y a 5 ans, juste après avoir déménagé dans notre ville. La découverte m'a donné des frissons. Pas seulement à cause de la tromperie, mais à cause de ce que cela suggérait sur le niveau de planification impliqué. Quelqu'un qui change d'identité fuit quelque chose ou planifie quelque chose, ou les deux. Son adresse précédente était à Portland, où elle avait travaillé pour une entreprise de restauration qui avait cessé ses activités dans des circonstances suspectes. La propriétaire, une femme nommée Patricia Walsh, avait déposé une plainte à la police affirmant que Michel avait volé des informations clients et les avait utilisées pour créer une entreprise concurrente. L'affaire avait été classée faute de preuves, mais le schéma émergeait. Michel avait un historique d'infiltration d'entreprises, apprenant leurs secrets, puis en les détruisant de l'intérieur. Plus troublant encore fut la découverte que Michel avait été marié auparavant à un homme nommé David. Leur dossier de divorce montrait des allégations de manipulation émotionnelle et de fraude financière, David affirmant que Michel l'avait isolé de ses amis et de sa famille tout en drainant leur compte conjoint. Le divorce avait été finalisé juste 6 mois avant l'arrivée de Michel dans notre ville. Elle a passé les 2 années suivantes à travailler pour d'autres avant de fonder Simpson Event Planning il y a 3 ans. Elle ne fuyait pas seulement son passé, elle perfectionnait ses méthodes. J'ai tout imprimé et étalé sur le sol de ma chambre d'hôtel comme des pièces d'un puzzle. L'identité entière de Michel était une façade soigneusement construite conçue pour accéder aux couples dans leurs moments les plus vulnérables. La planification de mariage lui donnait un accès illimité aux informations personnelles, aux détails financiers, aux dynamiques familiales, aux problèmes relationnels, aux projets d'avenir. Elle était comme une thérapeute sans éthique et sans supervision, collectant les secrets intimes des couples qui lui faisaient confiance pour leur jour le plus heureux. La chronologie de la grossesse m'a le plus dérangé. Si Michel était enceinte de 3 mois comme elle l'est apparue au mariage, l'affaire avait commencé exactement au moment où Steven et moi l'avions engagée. Notre première consultation avait eu lieu en janvier, et maintenant nous étions en juin. Elle n'avait pas séduit Steven pendant le processus de planification. Elle l'avait ciblé dès la première réunion. Tout ce qui a suivi avait été orchestré avec la précision d'une campagne militaire. J'ai appelé Patricia Walsh à Portland, la propriétaire de l'entreprise de restauration qui avait déposé la plainte. Elle hésitait à parler au début, mais quand j'ai expliqué ce qui s'était passé, son ton a complètement changé. J'ai essayé de prévenir les gens à son sujet, a dit Patricia, sa voix lourde de frustration ancienne. C'est une prédatrice qui se nourrit des rêves des gens. La police n'écoutait pas parce qu'elle est tellement douée pour couvrir ses traces, mais je sais ce qu'elle a fait à mon entreprise et à mon mariage. L'histoire de Patricia était étrangement similaire à la mienne. Michel s'était présenté comme une professionnelle serviable, s'insinuant lentement dans la vie personnelle de Patricia tout en sapant ses relations d'affaires. Elle ne vole pas seulement des clients, a expliqué Patricia. Elle étudie les gens, apprend leurs faiblesses, puis les exploite. Elle a détruit mon mariage en convainquant mon mari que j'avais une liaison. Les accusations étaient complètement fausses, mais elle avait manipulé les situations pour les rendre crédibles. La conversation avec Patricia a révélé la véritable ampleur des méthodes de Michel. C'était une manipulatrice professionnelle qui avait trouvé la couverture parfaite dans la planification de mariage. Les couples fiancés sont émotionnellement vulnérables, financièrement tendus, et disposés à faire confiance à quelqu'un qui promet de réaliser leurs rêves. Michel collectait leurs secrets, identifiait les points faibles de leur relation, et les exploitait pour ses propres objectifs.
Je n'étais pas juste sa dernière victime. Je faisais partie d'un schéma qui remontait à des années. Armé de ces nouvelles informations, j'ai commencé à voir toute ma relation avec Steven sous un nouveau jour. Chaque dispute que nous avions eue pendant la planification du mariage, chaque moment de stress et de doute avait été soigneusement orchestré par Michel. Elle avait suggéré le lieu cher qui mettait à rude épreuve notre budget, recommandé le photographe dont le calendrier créait des conflits de timing, et insisté sur des détails qui généraient des frictions entre Steven et moi. Elle affaiblissait notre relation tout en se positionnant comme la solution à nos problèmes. Je me souvenais maintenant de la façon dont Michel avait toujours été disponible lorsque Steven et moi nous disputions, proposant de gérer les réunions avec les prestataires quand nous étions trop stressés pour le faire ensemble. Elle s'était portée volontaire pour rencontrer Steven seul quand je travaillais tard, prétendant que cela aiderait à maintenir la planification à jour. Chaque réunion en solo avait été une occasion de semer le doute sur notre relation tout en se présentant comme compréhensive et solidaire. Elle avait joué le long jeu avec une efficacité dévastatrice. La chambre d'hôtel semblait trop petite pour la rage qui montait en moi. Alors, je suis allé courir dans les rues de la ville. Pendant que mes pieds martelaient le trottoir, j'ai pensé à toutes les petites trahisons que j'avais manquées. Les appels téléphoniques de Steven qu'il prenait en privé, son soudain intérêt pour des restaurants chers que nous ne pouvions pas nous permettre, son nouveau parfum qui sentait suspectement féminin. Michel avait refait mon fiancé sous mon nez, le transformant lentement en quelqu'un qui finirait par me choisir plutôt qu'elle. Je me suis arrêté de courir quand j'ai atteint le country club où notre réception devait avoir lieu. Le parking était vide maintenant, mais hier il était plein de voitures appartenant à des invités qui attendaient une mariée qui n'est jamais arrivée. Les fleurs sur lesquelles j'avais agonisé étaient probablement déjà à la poubelle avec le gâteau et les décorations. Des milliers de dollars de mon argent gaspillé pour une célébration qui était devenue plutôt une scène de crime. Mais debout là, sur le parking vide, j'ai réalisé quelque chose de crucial. Michel avait fait une erreur tactique en révélant sa grossesse à l'hôtel. Si elle avait attendu, elle aurait pu détruire mon mariage tranquillement et en privé, me laissant découvrir la trahison par moi-même. Au lieu de cela, elle avait choisi l'humiliation publique, créant 300 témoins de son comportement. Son besoin de drame m'avait donné quelque chose que je pouvais utiliser, des preuves de sa cruauté calculée que d'autres avaient vues. J'ai appelé le photographe qui avait été engagé pour notre mariage. Jake Morrison était connu pour sa discrétion et son professionnalisme, des qualités qui le rendaient populaire pour les mariages de la haute société. Il était réticent à parler au début, mais quand j'ai expliqué que j'envisageais des poursuites judiciaires, son ton a changé. « Je fais ça depuis 15 ans, a dit Jake. Et je n'ai jamais rien vu de tel à votre mariage. » La femme en robe blanche, elle posait pour des photos. Comme si elle voulait que ce soit documenté. L'observation de Jake a confirmé ce que je soupçonnais. L'entrée dramatique de Michel n'avait pas été une crise émotionnelle. C'était une performance conçue pour un impact maximal. Elle avait porté la robe identique pour s'assurer que les photos seraient saisissantes, chronométré son entrée pour le moment de plus haute intensité émotionnelle, et s'est positionnée pour un effet dramatique optimal. Ce n'était pas une femme submergée par la passion. C'était un réalisateur qui mettait en scène son chef-d'œuvre. J'ai toujours les photos, a continué Jake. Normalement, j'effacerais tout d'un mariage qui n'a pas eu lieu, mais quelque chose dans cette affaire semblait étrange, comme si j'avais peut-être besoin de preuves de ce qui s'était réellement passé. Les instincts de son photographe avaient préservé la documentation de la destruction calculée de Michel, créant un enregistrement visuel de ses méthodes. Les photos montreraient sa satisfaction, sa pose, son absence totale d'émotion authentique. C'étaient des preuves de préméditation. Jake a accepté de me rencontrer le lendemain matin pour examiner les photos du mariage. Son studio était un entrepôt converti dans le quartier industriel, rempli d'équipements d'éclairage et de toiles de fond pour son travail commercial. Mais c'est l'écran de l'ordinateur qui a capté mon attention alors qu'il ouvrait les fichiers de mon jour de mariage. Voir les images pour la première fois était comme regarder des images d'un accident de voiture. Horrible, mais impossible à détourner le regard. Le visage de Michel sur les photos racontait toute l'histoire. Alors que Steven s'effondrait dans une véritable détresse et que je restais figé de choc, l'expression de Michel montrait une pure victoire. Sur plusieurs clichés, elle posait clairement, orientant son corps pour montrer la robe et sa grossesse, son sourire calculé et froid. Ce n'étaient pas les photos d'une femme submergée par l'émotion. C'étaient les clichés de portfolio de quelqu'un qui documentait sa victoire. Jake avait capturé sa vraie nature sous forme numérique. Regardez cette séquence, a dit Jake,
parcourant une série de photos prises en succession rapide. Elle vous regarde tous les deux, évalue vos réactions, ajuste sa performance en fonction de ce qu'elle voit. C'est quelqu'un qui a complètement le contrôle de la situation. Les photos montraient les yeux de Michel suivant Steven et moi, étudiant nos visages comme un scientifique observant des sujets de test. Elle avait orchestré chaque moment de notre destruction et l'avait documenté pour sa propre satisfaction. J'ai demandé à Jake d'imprimer des copies des photos les plus révélatrices, celles qui montraient clairement le comportement calculé de Michel. Pendant que l'imprimante travaillait, j'ai esquissé ma compréhension croissante de ce qui s'était réellement passé. Jake écoutait avec l'attention concentrée de quelqu'un qui avait passé des années à observer la nature humaine à travers un objectif de caméra. Elle l'a déjà fait, a-t-il dit finalement. Personne ne met en scène une scène comme ça sans pratique. Les photos imprimées étaient encore plus accablantes que les versions numériques. La froide satisfaction de Michel était clairement visible, contrastant vivement avec la détresse authentique sur le visage de Steven et le choc sur le mien. Ces images seraient des preuves cruciales si je décidais d'engager des poursuivants judiciaires. Mais elles servaient aussi à autre chose. Elles me donnaient de la clarté sur ce à quoi j'avais vraiment affaire. Ce n'était pas un triangle amoureux. C'était un prédateur et ses proies. J'ai passé l'après-midi à rechercher les clients actuels de Michel en utilisant les informations que j'avais recueillies lors de ma visite à son bureau. Son agenda était visible sur son bureau, et ma formation en marketing m'avait appris à remarquer les détails. 3 mariages à venir étaient listés pour les mois d'été, représentant 3 couples supplémentaires qui pourraient marcher dans le même piège que Steven et moi étions tombés. Je ne pouvais pas sauver mon propre mariage, mais peut-être que je pouvais empêcher d'autres catastrophes. Le premier couple, Jennifer et Mark Thompson, devait se marier en juillet. J'ai trouvé les profils de réseaux sociaux de Jennifer et j'ai passé 1 heure à étudier la dynamique de leur relation. Ils étaient ensemble depuis 4 ans, possédaient une maison ensemble, et semblaient sincèrement heureux. Mais leur récente publication montrait un stress croissant lié à la planification du mariage, avec des disputes sur les budgets et les prestataires créant une tension qui n'existait pas auparavant. Le schéma se répétait. J'ai créé un faux compte de réseau social et j'ai contacté Jennifer via un groupe de planification de mariage, prétendant être une autre mariée travaillant avec Michel. Mon message était soigneusement conçu pour ressembler à une conversation anodine tout en cherchant des informations sur son expérience. La réponse de Jennifer a été immédiate et révélatrice. Elle était frustrée par les suggestions de Michel, se sentant pressée de faire des choix coûteux qui mettaient à rude épreuve leur relation. La manipulation était déjà en cours. Jennifer a accepté de se rencontrer pour un café, pensant qu'elle se connectait avec une autre mariée qui comprenait le stress de la planification du mariage. Nous nous sommes rencontrés dans un café du centre-ville où je me suis présenté comme Sarah Miller, une mariée dont le mariage était prévu pour septembre. Jennifer était exactement comme je m'y attendais d'après ses photos. Gentille, confiante, et complètement inconsciente que sa planificatrice de mariage sapait sa relation avec son fiancé. Michel continue de nous orienter vers des prestataires qui sont bien au-delà de notre budget, a confié Jennifer autour de l'AT. Et quand Mark est en désaccord, elle prend son parti, disant qu'il est pratique tandis que je suis émotionnel. Cela crée une dynamique où j'ai l'impression qu'elle le comprend mieux que moi. La manipulation était typique de Michel, se positionnant comme la voix raisonnable tout en créant une division entre le couple. Jennifer était mise en place exactement comme je l'avais été. J'ai sondé doucement pour obtenir plus d'informations, apprenant que Michel avait rencontré Mark en privé pour discuter de la logistique des prestataires et avait suggéré plusieurs activités qui l'éloignaient de Jennifer pendant les périodes cruciales de planification. Elle avait également recommandé un photographe dont le travail Jennifer détestait mais que Mark aimait, créant ainsi un autre point de conflit. Chaque suggestion était conçue pour créer des fractures dans leur relation tout en positionnant Michel comme la pacificatrice. La chose étrange, a continué Jennifer, c'est que Michel prend toujours le parti de Mark, mais ensuite elle me fait des commentaires sur la façon dont les hommes ne comprennent pas vraiment la signification émotionnelle des mariages, comme si elle sympathisait avec ma frustration tout en sapant ma position. C'était le coup de maître de Michel, jouant sur les 2 tableaux tout en semblant soutenir chaque personne individuellement. C'était une manipulatrice hors pair déguisée en professionnelle serviable. Je me sentais mal d'écouter Jennifer décrire les mêmes tactiques qui avaient été utilisées contre Steven et moi. Les réunions privées, les suggestions coûteuses, les conflits artificiels. Tout se reproduisait avec une précision chirurgicale, mais cette fois, je pouvais faire quelque chose. Je ne pouvais pas sauver ma propre relation, mais je pouvais empêcher Michel de détruire l'avenir d'un autre couple.
La question était de savoir comment prévenir Jennifer sans révéler ma véritable identité ou paraître complètement folle. Jennifer, ai-je dit prudemment. Et si je vous disais que j'avais des préoccupations concernant les méthodes professionnelles de Michel? Seriez-vous prête à écouter des informations qui pourraient être difficiles à entendre? L'expression de Jennifer est passée de la conversation décontractée à une attention focalisée. Quelque chose dans mon ton a dû transmettre la gravité de ce que j'étais sur le point de révéler. Elle a hoché lentement la tête, posant sa tasse de café et se penchant en avant. Quel genre de préoccupation? J'ai décidé de révéler ma véritable identité à Jennifer, comprenant que le risque que Michel découvre mon enquête était compensé par la nécessité de protéger un couple innocent de la même dévastation que j'avais vécue. Le visage de Jennifer est devenu pâle alors que j'expliquais qui j'étais vraiment et ce qui s'était passé à mon mariage. Mais au lieu de rejeter mes avertissements comme les divagations d'une mariée rejetée, elle a écouté avec une horreur croissante alors que les pièces de sa propre situation commençaient à s'assembler. « Oh mon Dieu !» a murmuré Jennifer, sa main couvrant sa bouche. L'urgence du prestataire ce soir. Michel a dit qu'elle avait besoin que Marc goûte les options de menu parce que j'étais trop émotionnel à propos des choix alimentaires pour prendre des décisions rationnelles. La réalisation que son fiancé marchait dans le même piège qu'y avait pris Steven était écrite sur tout son visage. Elle a saisi son téléphone et a commencé à appeler Marc immédiatement, mais il est allé directement à la messagerie vocale. Michel l'avait probablement entraîné à ignorer les appels de Jennifer pendant leur réunion d'affaires. J'ai montré à Jennifer les photos que Jake avait prises à mon mariage, regardant son visage changer alors qu'elle assimilait les preuves de la cruauté calculée de Michel. Elle nous a mis en place, a dit Jennifer, sa voix tremblant de colère. Chaque problème que nous avons eu, chaque dispute concernant le mariage, elle a tout causé. La manipulation était tellement évidente rétrospectivement, mais le faux semblant professionnel de Michel l'avait rendue invisible pendant qu'elle se produisait. Nous lui avions fait confiance à son expertise alors qu'elle utilisait cette confiance pour nous détruire. Jennifer a appelé Marc à nouveau, et cette fois, il a répondu. Leur conversation était courte et tendue, Marc étant clairement agacé d'être interrompu pendant sa réunion avec Michel. Je pouvais entendre la voix de Michel en arrière-plan, lui disant quoi dire, tout comme elle l'avait probablement fait avec Steven des dizaines de fois. Quand Jennifer a raccroché, son visage était résolu. Il sera à la maison à 21h, a-t-elle dit. Nous allons avoir une conversation très sérieuse. J'ai donné à Jennifer des copies de toutes les preuves que j'avais recueillies sur Michel, y compris les informations sur sa précédente identité et le schéma de relation détruite. Ne la confrontez pas directement, ai-je prévenu. Elle est dangereuse quand elle est acculée, et elle a eu des années pour perfectionner ses méthodes. Concentrez-vous sur la protection de votre relation et documentez tout ce qu'elle fait. Jennifer a hoché la tête, comprenant qu'il s'agissait d'une guerre psychologique, pas d'une simple confrontation entre rivales. Nous avons passé une autre heure à planifier la stratégie de Jennifer. Elle raconterait à Marc la véritable histoire de Michel sans révéler notre rencontre, présentant les informations comme ses propres recherches. Si Marc rejetait ses préoccupations ou refusait de virer Michel, Jennifer saurait que la manipulation avait déjà progressé trop loin. Mais s'il écoutait et agissait, il pourrait peut-être sauver leur relation avant que Michel ne puisse achever sa destruction. C'était une faible chance, mais c'était leur seule chance. Les mains de Jennifer tremblaient alors que nous nous préparions à quitter le café. Qu'en est-il des autres clients de Michel, a-t-elle demandé. Combien d'autres couples est-elle en train de détruire en ce moment? La question me hantait parce que je n'avais pas de réponse. L'agenda de Michel montrait plusieurs mariages prévus tout au long de l'été, représentant des dizaines de couples qui marchaient inconsciemment dans le même piège. Mais le mariage de Jennifer était dans 3 semaines. Nous devions nous concentrer sur ce que nous pouvions contrôler. Alors que nous nous séparions, Jennifer m'a attrapé le bras. « Merci de m'avoir prévenu », a-t-elle dit, les larmes aux yeux. « Je ne peux pas imaginer ce que vous traversez, mais vous avez peut-être sauvé mon mariage. » Sa gratitude était à la fois touchante et déchirante. J'étais contente de l'aider, mais cela ne changeait rien au fait que mon propre mariage était détruit. Ma relation était terminée, et Michel était toujours là à planifier sa prochaine victime. La guerre était loin d'être terminée. Jennifer m'a envoyé un SMS le lendemain matin avec une mise à jour à la fois encourageante et exaspérante. Marc avait écouté ses préoccupations concernant les antécédents de Michel et avait accepté de rechercher la planificatrice de mariage indépendamment. Cependant, lorsqu'il a essayé d'accéder aux documents que j'avais fournis, il a découvert que Michel surveillait son activité informatique.
Elle avait installé un logiciel de suivi sur son ordinateur portable lors d'une de leurs réunions privées, prétendant que c'était nécessaire pour partager des fichiers de planification de mariage. La découverte du logiciel de surveillance a révélé à quel point l'infiltration de Michel était profonde. Elle ne manipulait pas seulement les émotions de Marc. Elle surveillait ses communications, suivait son activité sur Internet, et contrôlait les informations qu'il recevait. Ce niveau d'invasion technologique suggérait un esprit criminel, pas seulement quelqu'un qui avait une liaison. Michel fonctionnait comme une escroc professionnelle, et Marc avait été complètement compromis sans le savoir. Jennifer et Marc ont passé la nuit à retirer le logiciel de suivi et à sécuriser leurs appareils, travaillant ensemble pour la première fois depuis des mois sans l'interférence de Michel. C'était comme le regarder sortir d'une transe, m'a dit Jennifer lors de notre appel téléphonique. Une fois qu'il a réalisé à quel point elle l'avait manipulé, il a été horrifié. Mais Charlotte, nous avons peur. Cette femme a accès à toutes nos informations personnelles. Nos finances, nos horaires, nos détails familiaux. Elle sait tout sur nous. Je leur ai conseillé de tout documenter avant de confronter Michel, comprenant qu'elle détruirait probablement les preuves une fois qu'elle réaliserait que son complot avait été découvert. Jennifer et Marc ont passé la journée à rassembler des relevés financiers, des journaux de communication et des accords avec les fournisseurs, créant un dossier complet de la manipulation de Michel. Ils ont également découvert que plusieurs de nos réunions d'urgence avec les fournisseurs avaient abouti à des contrats que nous n'avions jamais vus avec des paiements autorisés par carte de crédit. Michel avait convaincu Marc de les fournir par commodité. La fraude financière était étendue. Michel avait utilisé son accès aux informations de planification de leur mariage pour effectuer des achats non autorisés, gonfler les coûts des fournisseurs et rediriger les paiements vers des comptes qu'elle contrôlait. Elle avait essentiellement volé des milliers de dollars tout en détruisant leur relation, transformant la planification de leur mariage en une entreprise criminelle. Ce n'était pas juste une manipulation émotionnelle. C'était un vol organisé déguisé en service professionnel. Jennifer a appelé Michel pour planifier une réunion d'urgence, prétendant qu'ils devaient discuter des préoccupations budgétaires avant leur date limite finale avec les fournisseurs. Michel a accepté immédiatement, pensant probablement que c'était une autre occasion de manipuler la situation à son avantage. Mais cette fois, Jennifer serait préparée avec des preuves des crimes de Michel, et Marc verrait enfin la vraie nature de sa planificatrice de mariage. Ils ont organisé l'enregistrement de la réunion, espérant capturer les aveux de Michel pour des preuves juridiques. J'attendais dans un café de l'autre côté de la rue du bureau de Michel, le cœur battant alors que Jennifer et Marc entraient dans ce qui pouvait être soit une réhabilitation, soit un désastre. Si Michel soupçonnait qu'il la soupçonnait, elle pourrait intensifier sa manipulation ou disparaître complètement. Mais si la confrontation se passait bien, nous pourrions enfin avoir suffisamment de preuves pour l'empêcher de détruire d'autres couples. Mon téléphone était prêt à appeler la police si les choses tournaient mal. 30 minutes plus tard, Jennifer est sortie du bâtiment de bureau de Michel, le visage rougi par la colère et le triomphe. Marc a suivi, l'air secoué mais déterminé. Ils sont montés dans leur voiture et se sont rendus au café où j'attendais. Tous deux parlant rapidement en racontant ce qui venait de se passer. Michel n'avait pas seulement admis la manipulation, mais semblait même fier de ses méthodes, pensant qu'elle était trop intelligente pour être attrapée. Son arrogance était finalement devenue sa faiblesse. L'enregistrement par Jennifer et Marc de leur confrontation avec Michel était une preuve accablante de son comportement criminel. Michel avait non seulement admis la fraude financière, mais s'était aussi vanté de ses techniques de manipulation psychologique, les décrivant comme des conseils relationnels qui aidaient les couples à découvrir leur vraie compatibilité. Elle n'avait montré aucun remords pour la destruction qu'elle avait causée, exprimant plutôt sa frustration que Jennifer et Marc aient découvert ses méthodes avant qu'elle ne puisse terminer son travail. Elle a en fait dit que Steven était beaucoup plus facile à manipuler que Marc, a dit Jennifer, sa voix tremblant d'indignation. Elle décrivait votre relation comme une étude de cas, expliquant comment elle avait identifié les insécurités de Steven et les avait exploitées. Elle parlait de ruiner votre mariage comme de sa plus grande réussite professionnelle. Entendre parler de la fierté de Michel à détruire ma vie était presque insupportable, mais cela me donnait aussi la motivation dont j'avais besoin pour aller jusqu'au bout. L'enregistrement a révélé que Michel conservait des dossiers détaillés de tous ses clients, documentant leur profil psychologique, leurs informations financières et leur vulnérabilité relationnelle. Elle avait transformé la planification de mariage en une forme de guerre psychologique, chaque couple servant à la fois de victime et d'étude de cas pour ses méthodes de plus en plus sophistiquées. Marc avait confronté Michel au sujet des frais non autorisés, et sa réponse avait été glaçante.
Vous avez signé les contrats, avait-elle dit avec une indifférence totale. Si vous ne les avez pas lus attentivement, c'est votre faute d'avoir eu confiance en moi. Lorsque Jennifer l'a accusé d'avoir délibérément créé des problèmes relationnels, Michel avait en fait ri. Les relations faibles ne survivent pas à la planification du mariage de toute façon. J'accélère simplement l'inévitable. Sa cruauté désinvolte envers les gens qui lui faisaient confiance était stupéfiante. Le plus troublant était la révélation de Michel qu'elle tenait un système de classement pour ses clients, les notant sur des facteurs tels que la difficulté de manipulation et le potentiel de profit. Steven et moi avions apparemment été classés comme cible à profit élevé et à faible résistance, tandis que Jennifer et Mark étaient classés comme de difficulté modérée avec un fort potentiel financier. Elle parlait des relations humaines comme d'opportunités commerciales sans reconnaître que de vraies personnes étaient détruites par ces jeux. L'enregistrement a également révélé que Michel avait été en contact avec plusieurs autres prestataires de mariage, partageant des informations clients et coordonnant des stratégies de manipulation. Le photographe cher qu'elle avait recommandé à Jennifer n'était pas seulement hors de prix. Il faisait partie du réseau de Michel conçu pour créer des conflits artificiels tout en extrayant un paiement maximum de couples vulnérables. Ce n'était pas une opération solo. C'était un réseau de fraude organisé déguisé en service de mariage. Jennifer et Mark se sont rendus directement au poste de police après avoir quitté le bureau de Michel, m'emmenant avec eux en tant que témoin de corroboration. Le détective Maria Rodriguez a écouté notre histoire avec l'attention concentrée de quelqu'un qui avait vu trop de cas de fraude. Mais même elle semblait choquée par l'ampleur de l'opération de Michel. C'est une manipulation psychologique sophistiquée combinée à une fraude financière, a-t-elle dit après avoir examiné nos preuves. Nous devrons construire un dossier complet, mais vous nous avez donné un excellent point de départ. Le détective a expliqué que l'utilisation par Michel de logiciels de surveillance, de transactions financières non autorisées et de manipulation délibérée des relations pouvait entraîner plusieurs accusations de crimes graves. Mais elle nous a également averti que Michel essaierait probablement de fuir une fois qu'elle réaliserait que son opération avait été exposée. Les gens comme ça ont généralement des stratégies de sortie, a expliqué le détective Rodriguez. Elle se prépare probablement déjà à disparaître et à recommencer ailleurs avec une nouvelle identité. Comme si elle était appelée par notre conversation, mon téléphone a vibré avec un appel de Steven. J'ai répondu en main libre pour que Jennifer, Mark et le détective puissent entendre. La voix de Steven était paniquée et désespérée. Charlotte, Michel est partie. Elle a tout emballé et a quitté la ville ce matin. Elle a pris tout l'argent de notre compte joint et a annulé le bail de son bureau. Je ne sais pas où elle est et je commence à réaliser, oh mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait? Le détective Rodriguez a immédiatement lancé une alerte pour le véhicule de Michel et a commencé à coordonner avec d'autres juridictions, mais je suspectais que nous étions trop tard. Michel avait probablement surveillé la situation attentivement, et une fois que Jennifer et Mark l'ont confrontée, elle avait activé un plan d'évasion qu'elle avait préparé. Elle était probablement déjà à des centaines de kilomètres, peut-être avec une nouvelle identité prête à être déployée. La femme qui a détruit mon mariage avait disparu comme de la fumée. L'appel de Steven a révélé à quel point Michel l'avait complètement manipulé tout au long de leur relation. Alors qu'il parlait au détective Rodriguez, sa voix se brisant de honte et de confusion, l'ampleur de sa victimisation est devenue claire. Michel l'avait convaincu d'ouvrir des comptes bancaires conjoints, de co-signer des baux d'appartement, et même de souscrire des cartes de crédit à son nom qu'elle contrôlait. Elle lui avait extorqué des dizaines de milliers de dollars tout en lui faisant croire qu'ils soutenaient leur avenir commun. Elle m'a dit que Charlotte me trompait, a admis Steven, ses mots à peine audibles. Elle avait des photos, des messages textes, des emails, des preuves qui semblaient complètement réelles. J'étais tellement blessé et en colère que je n'ai pas questionné d'où venaient les preuves. Michel avait fabriqué une affaire entière, créant de fausses communications et des photos mises en scène pour convaincre Steven que je le trahissais. Pendant qu'il pensait être la victime de mon infidélité, elle orchestrait nos destructions. Les fausses preuves étaient suffisamment sophistiquées pour convaincre complètement Steven. Michel avait utilisé son accès à mon téléphone et à mon ordinateur pendant les réunions de planification de mariage pour créer de fausses conversations par message, falsifier des photos pour suggérer des rencontres secrètes, et même engager un acteur pour se faire passer pour mon prétendu amant dans des situations compromettantes. Chaque preuve avait été soigneusement conçue pour exploiter les insécurités et les peurs spécifiques de Steven concernant notre relation. Le détective Rodriguez a expliqué que ce niveau de tromperie élaboré suggérait que Michel avait planifié notre destruction pendant des mois, potentiellement dès le moment où nous l'avions engagé.
Elle avait besoin que Steven lui soit émotionnellement dépendant avant de révéler la grossesse. Le détective a dit que s'il t'avait encore entièrement fait confiance, il t'aurait peut-être parlé de l'affaire au lieu d'être manipulé dans le secret. Michel avait orchestré chaque aspect de la trahison avec la précision d'une opération militaire. Alors que Steven continuait sa confession, j'ai senti ma colère envers lui se transformer en quelque chose de plus complexe. Oui, il m'avait trahi et avait dévasté notre relation, mais il avait aussi été victime d'une manipulatrice professionnelle qui avait utilisé son amour pour moi contre lui. Michel avait identifié ses peurs les plus profondes concernant notre relation et les avait exploitées tout en se présentant comme sa seule source de vérité et de réconfort. Il avait été terrorisé psychologiquement autant que moi. L'enquête financière a révélé que Michel menait des opérations similaires dans plusieurs villes au cours de la dernière décennie. Elle avait développé un système sophistiqué de fausses identités, d'instruments financiers et de manipulation psychologique qui lui permettait d'extraire un profit maximum de chaque ensemble de victimes avant de disparaître complètement. Notre situation n'était pas unique. C'était juste son dernier succès dans une longue carrière de destruction de relations à des fins lucratives. La grossesse était fausse, a dit Steven soudainement, sa voix creuse de réalisation. J'ai trouvé la fausse bedaine dans son appartement après son départ. Il n'y a jamais eu de bébé. Elle utilisait du rembourrage et de fausses échographies pour me faire croire que nous allions avoir un enfant ensemble. Cette révélation m'a frappé comme un coup physique. L'entrée dramatique de Michel à notre mariage, le timing de son annonce, la main protectrice sur son ventre. Tout cela n'était que du théâtre conçu pour un impact psychologique maximal. Jennifer m'a serré la main alors que l'horreur complète de la tromperie de Michel devenait évidente. La grossesse avait été la manipulation finale, conçue pour assurer la loyauté complète de Steven tout en fournissant le climax dramatique parfait pour mon humiliation publique. Michel avait étudié notre relation si minutieusement qu'elle savait exactement quelle révélation causerait le plus de dévastation au pire moment. Chaque détail avait été calculé pour une cruauté maximale. Le détective Rodriguez a coordonné avec la division des fraudes du FBI alors que l'ampleur de l'entreprise criminelle de Michel devenait claire. Des cas similaires ont commencé à émerger d'autres juridictions. Des couples dont les mariages avaient été détruits par des planificateurs manipulateurs, des escroqueries financières ciblant des couples fiancés, et un schéma d'usurpation d'identité qui s'étendait sur plusieurs États. Michel n'était pas juste une criminelle locale. Elle faisait partie de ce qui semblait être un réseau de fraude inter-États sophistiqué. La révélation de la fausse grossesse a transformé Steven complice en victime dans mon esprit, bien que cela n'excuse pas la douleur qu'il avait causée. Alors qu'il était assis dans la salle de conférence du poste de police, documentant chaque aspect de sa manipulation, je l'ai vu clairement pour la première fois depuis des mois. Il avait l'air plus petit d'une certaine manière, diminué par la réalisation que tout ce qu'il avait cru à propos de notre relation avait été des mensonges soigneusement construits par quelqu'un qui le voyait comme rien de plus qu'une cible rentable. Elle avait une réponse à tout, a dit Steven au détective, sa voix toujours tremblante de choc. Quand j'ai questionné les échographies, elle a dit que différentes machines produisent des images de qualité différentes. Quand je voulais l'accompagner au rendez-vous chez le médecin, elle a dit que son médecin n'autorisait pas les partenaires avant le 2e trimestre. Chaque doute que j'avais, elle avait une explication qui semblait raisonnable à l'époque. Jennifer et Mark ont décidé de reporter leur mariage indéfiniment, comprenant qu'ils avaient besoin de temps pour guérir de la manipulation de Michel et reconstruire leur confiance mutuelle. Nous ne pouvons pas échanger nos vœux en sachant que tout dans notre processus de planification était basé sur des mensonges, a expliqué Jennifer. Nous devons recommencer complètement avec un planificateur différent, des prestataires différents, même un lieu différent. Michel a contaminé tous les aspects de nos plans originaux. J'ai parfaitement compris leur décision. Ma propre relation avec Steven était irréparable. Pas à cause de sa liaison avec Michel, mais à cause de la façon dont elle avait empoisonné notre capacité à nous faire confiance mutuellement. Même en sachant qu'il avait été manipulé, cela n'effaçait pas les souvenirs de sa trahison, de ses mensonges, de sa volonté de croire le pire à mon sujet tout en la défendant. Certains dégâts ne peuvent pas être réparés. Même lorsque leurs sources sont révélées comme artificielles, l'enquête s'est étendue à mesure que d'autres victimes se sont manifestées après la publication du mandat d'arrêt de Michel. 3 autres couples de notre ville ont contacté la police avec des histoires similaires de mariages manipulés et de fraude financière. Patricia Walsh à Portland a volé pour témoigner des crimes précédents de Michel sous son identité originale. L'affaire se construisait en quelque chose qui pourrait envoyer Michel en prison pour des décennies si elle était jamais attrapée. Mais Michel semblait avoir complètement disparu.
Son appartement était vide, ses comptes d'entreprise étaient fermés, et son véhicule avait été retrouvé abandonné à l'aéroport sans aucune trace de son embarquement sur un vol. Elle avait probablement préparé une nouvelle identité pendant des mois, avec des documents et des ressources financières. La femme qui a détruit tant de relations avait probablement déjà commencé sa prochaine opération dans une autre ville sous un autre nom. Alors que le processus juridique se poursuivait, je me suis retrouvé à me concentrer sur des préoccupations pratiques. Mon bail d'appartement se terminait, mes économies étaient épuisées par les frais de mariage, et mes performances au travail avaient souffert du chaos émotionnel des dernières semaines. J'avais besoin de reconstruire ma vie à partir de zéro, mais je ressentais aussi une responsabilité envers les autres victimes de voir la poursuite de Michel aboutir à son achèvement. La justice nécessitait ma participation, même quand je ne désirais rien de plus que disparaître. Steven a demandé à me parler en privé après avoir fait sa déclaration à la police. Nous nous sommes assis dans une petite salle de conférence, deux personnes qui avaient prévu de passer leur vie ensemble se sentant maintenant comme des étrangers. Je sais que pardon n'est pas assez, a-t-il commencé, mais j'ai levé la main pour l'arrêter. Les mots ne répareraient pas ce qui avait été brisé. La question était maintenant de savoir si nous pouvions trouver un moyen d'aller de l'avant qui honorerait ce que nous avions signifié l'un pour l'autre tout en acceptant ce que nous étions devenus. 3 mois après le désastre de mon jour de mariage, j'étais assise dans un tribunal fédéral attendant de témoigner au procès de Michel. Elle avait été arrêtée à Phoenix alors qu'elle tentait d'ouvrir de nouveaux comptes d'entreprise sous l'identité de Michel Rodriguez, un nom qu'elle avait probablement choisi pour se moquer du détective Rodriguez. Son arrestation avait fait la une des journaux nationaux alors que d'autres victimes se manifestaient de tout le pays, révélant un schéma d'une décennie de destruction de relations et de fraude financière qui avait touché des centaines de couples. L'accusation avait construit un dossier accablant contre Michel avec des preuves allant des dossiers financiers aux évaluations psychologiques qui révélaient son absence totale d'empathie pour ses victimes. Le docteur Sarah Kim, psychologue légiste, avait témoigné que Michel présentait des signes classiques de troubles de la personnalité antisociale combinés à des compétences de manipulation sophistiquées qui en faisaient un prédateur extrêmement dangereux. Elle avait transformé la planification de mariage en un terrain de chasse pour des couples vulnérables. Steven a témoigné la veille de moi, sa voix stable alors qu'il détaillait chaque aspect de la manipulation de Michel. Il était en thérapie depuis des mois, travaillant à comprendre comment il avait été si complètement trompé et à assimiler la culpabilité de son rôle dans la destruction de notre relation. En le regardant à la barre des témoins, j'ai ressenti un mélange complexe d'émotions. Pas le pardon exactement, mais une reconnaissance que nous avions tous deux été victimes de quelque chose de plus grand que l'infidélité. Jennifer et Mark s'étaient réconciliés et prévoyaient une petite cérémonie de mariage privée avec seulement la famille présente. Ils avaient choisi de témoigner par vidéoconférence plutôt que d'affronter Michel en personne, comprenant que sa présence contaminerait ce qui devrait être un processus de guérison. Leur décision de donner la priorité à leur santé émotionnelle plutôt qu'au théâtre juridique montrait une sagesse que j'apprenais encore à appliquer à ma propre situation. Quand mon tour de témoigner est venu, j'ai regardé directement Michel pour la première fois depuis ce terrible jour à l'hôtel. Elle était plus petite que je ne me souvenais, vêtue d'un tailleur d'affaires conservateur probablement choisi pour la rendre sympathique au jury, mais ses yeux avaient le même calcul froid que j'avais vu dans les photographies de Jack. Et je savais que même face à des décennies de prison, elle ne ressentait aucun remords pour les vies qu'elle avait détruites. Mon témoignage a couvert tous les aspects de la manipulation de Michel. De la consultation initiale où elle avait recueilli des détails intimes sur notre relation à la révélation dramatique finale qui avait été mise en scène pour une dévastation maximale. J'ai parlé clairement et factuellement, laissant les preuves parler d'elles-mêmes sans éditorialiser sur l'impact émotionnel. Le procureur m'avait conseillé de me concentrer sur les actions plutôt que sur les sentiments, comprenant que les faits seraient plus convaincants que les larmes. Sous contre-interrogatoire, l'avocat de la défense de Michel a essayé de présenter ces actions comme des tentatives mal avisées d'aider les couples à découvrir des problèmes relationnels avant le mariage. La stratégie était insultante pour tous ceux qui avaient été victimisés, suggérant que Michel avait fourni un service précieux en détruisant des relations qui étaient censées être condamnées de toute façon. J'ai répondu calmement mais fermement, soulignant que les problèmes fabriqués ne sont pas les mêmes que les vrais. Madame Jordan, a demandé l'avocat de la défense, n'est-il pas possible que votre relation avec Steven ait eu des problèmes fondamentaux qui auraient émergé indépendamment de l'implication de Miss Simpson? Je l'ai regardé fixement avant de répondre. Non, monsieur. Les problèmes dans notre relation ont été créés par une manipulation délibérée, une surveillance et une fraude. Michelle Simpson n'a pas révélé de problèmes existants. Elle les a fabriqués à partir de rien tout en profitant de notre destruction.
Les visages du jury ont montré leur dégoût pour la stratégie de la défense. Plusieurs jurés étaient mariés eux-mêmes et semblaient comprendre instinctivement comment les méthodes de Michel violaient la confiance fondamentale que les relations exigent. Quand j'ai terminé mon témoignage et que je suis passé devant la table de Michel, elle chuchotait urgemment à son avocat, réalisant probablement que le sang-froid de sa victime avait été plus dommageable qu'une explosion émotionnelle n'aurait pu l'être. Le jury a délibéré pendant moins de 6 heures avant de revenir sur des verdicts de culpabilité sur tous les chefs d'accusation. Michel a été reconnu coupable de fraude électronique, d'usurpation d'identité, de crimes informatiques et de conspiration en vue de commettre une fraude, risquant une peine allant jusqu'à 40 ans de prison fédérale. Lorsque le verdict a été lu, elle n'a montré aucune émotion, maintenant le même calcul froid qui l'avait caractérisé tout au long du procès. Même face à la destruction de sa propre vie, elle n'a pas pu manifester de véritables sentiments pour la souffrance de quiconque d'autre. La juge Patricia Martinez a condamné Michel à 32 ans de prison fédérale sans possibilité de libération conditionnelle pendant 15 ans. Vous avez transformé l'une des occasions les plus joyeuses de la vie en une arme de destruction psychologique et financière, a dit la juge lors de la sentence. Vos crimes représentent non seulement un vol, mais une agression systématique contre la capacité humaine de confiance et d'amour. Le tribunal espère que cette sentence protégera les futurs couples de votre comportement prédateur. La sentence de Michel a apporté un sentiment de clôture que je ne m'attendais pas à ressentir. La justice ne réparerait pas les dégâts qu'elle avait causés, mais elle l'empêcherait de détruire d'autres relations. Ces méthodes seraient étudiées par les forces de l'ordre pour aider à identifier des escroqueries similaires, et ces victimes pourraient enfin commencer à guérir. Sachant que leur bourreau faisait face à des conséquences proportionnelles à ces crimes, le système juridique avait fonctionné lentement mais efficacement. Steven et moi nous sommes rencontrés pour prendre un café après la sentence. Notre première conversation privée depuis le début de l'enquête. Nous avions tous deux l'air différents, plus âgés, plus prudents, portant des cicatrices invisibles de notre traumatisme partagé. Je pense à ce que le docteur Kim m'a dit Steven, faisant référence au témoignage de la psychologue légiste sur les victimes de manipulation, sur la façon dont des gens comme Michel ciblent des couples qui sont sincèrement heureux car ces relations représentent les prix les plus précieux à détruire. J'ai hoché la tête, comprenant ce qu'il voulait dire. Michel ne nous avait pas choisis parce que notre relation était faible. Elle nous avait choisis parce que notre amour était réel et notre confiance complète. Ces qualités en faisaient des victimes idéales pour quelqu'un qui se nourrissait de la destruction des belles choses. Reconnaître cela n'excusait pas la trahison de Steven, mais cela aidait à expliquer comment quelqu'un pouvait être si complètement trompé par une manipulation professionnelle. Nous avions été ciblés par un prédateur expert déguisé en professionnel serviable. Je ne m'attends pas au pardon, a continué Steven. Et je comprends pourquoi nous ne pouvons pas être ensemble, mais je veux que tu saches que t'aimer était la chose la plus réelle de ma vie, même quand tout le reste était tordu par des mensonges. Ces mots étaient à la fois douloureux et guérisseurs. Notre relation était terminée, détruite par la manipulation de Michel et les choix de Steven. Mais l'amour qui avait attiré son attention au départ était authentique. Alors que nous nous préparions à nous séparer, peut-être pour toujours, Steven m'a tendu une enveloppe. À l'intérieur se trouvait un chèque du montant que j'avais dépensé pour notre mariage, de l'argent qu'il avait économisé en vendant la maison que nous avions prévu de partager. Ça n'effacera pas ce qui s'est passé, a-t-il dit. Mais ça pourra peut-être t'aider à recommencer. Ce geste était à la fois généreux et déchirant. Une dernière tentative de réparer des dégâts qui ne pouvaient pas être réparés par l'argent. J'ai utilisé l'argent de Steven pour déménager dans une autre ville, recommençant à zéro là où personne ne connaissait mon histoire, ou ne me regardait avec le mélange de pitié et de fascination qui était devenu si familier. Mon nouvel appartement était petit mais lumineux, rempli de plantes et de livres et de la possibilité d'un avenir que je construisais entièrement pour moi-même. L'expérience m'avait changé fondamentalement, me rendant plus prudente, mais aussi plus forte et plus indépendante que je ne l'avais jamais été auparavant. Jennifer m'a appelé le jour anniversaire de ce qui aurait dû être mon mariage. Elle et Marc s'étaient mariés en secret le mois précédent lors d'une simple cérémonie dans le jardin de ses parents, à laquelle seule la famille immédiate avait assisté. C'était parfait, m'a-t-elle dit, sa voix brillante de bonheur. Petite et honnête, et complètement à nous. Michel ne l'a jamais touchée. Leur rétablissement m'a donné l'espoir que l'amour pouvait survivre à la manipulation professionnelle si la fondation était assez solide. 1 an plus tard, j'ai créé une organisation à but non lucratif dédiée à l'éducation des couples sur la fraude des prestataires de mariage et la manipulation psychologique. En travaillant avec les forces de l'ordre et les groupes de défense des victimes,
nous avons développé des ressources pour aider les gens à identifier les prestataires prédateurs et à se protéger de la manipulation relationnelle. Le travail était profondément significatif, transformant mon expérience traumatisante en quelque chose qui pouvait protéger les autres de dévastations similaires. Le cas de Michel avait exposé un réseau criminel qui s'étendait bien au-delà de la planification de mariage, menant à la poursuite de dizaines de prestataires frauduleux dans plusieurs industries. L'enquête a révélé des escroqueries sophistiquées ciblant les gens pendant des transitions de vie vulnérables, pas seulement les mariages, mais aussi les divorces, les changements d'emploi et les crises familiales. Mon témoignage avait fait partie du démantèlement d'un écosystème entier de prédateurs qui se nourrissaient de la vulnérabilité humaine pendant les moments les plus importants de la vie. Parfois, les gens me demandent si je regrette d'avoir engagé Michel, si j'aurais souhaité ne jamais avoir connu la dévastation qu'elle a apportée dans ma vie. La réponse est compliquée. J'ai perdu une relation que je chérissais et enduré un traumatisme qui fera toujours partie de moi. Mais j'ai aussi découvert une force que je ne savais pas posséder, j'ai aidé à protéger d'autres couples de destruction similaires, et j'ai construit une vie de sens et de but à partir des décombres de mes rêves. Michel a essayé de me détruire, mais au lieu de cela, elle m'a forgé en quelqu'un de plus fort que je n'avais jamais été. La femme qui a descendu cette allée s'attendant à épouser son âme sœur a disparu, remplacée par quelqu'un qui comprend que l'amour exige de la vigilance autant que de la confiance. Que les prédateurs se cachent derrière des façades professionnelles et que la survie signifie parfois accepter que certains dégâts ne peuvent pas être réparés. Mais cette nouvelle version de moi-même a construit quelque chose de beau à partir des ruines de ce que Michel a essayé de détruire. Elle n'a pas réussi à me briser. Et dans cet échec, j'ai trouvé ma victoire.